Je m'appelle Geneviève. J'ai 61 ans, et depuis la mort de mon mari, ma vie s'est rétrécie peu à peu, comme une maison dont on ferme les pièces une à une. J'ai gardé la cuisine, mon fauteuil près de la fenêtre, et ma bibliothèque. Le reste, je l'ai laissé s'endormir dans la poussière. Quand ma fille Élise m'a proposé de l'accompagner pour une semaine dans les Alpes, j'ai d'abord refusé. Les voyages ne me tentaient plus. Mais elle a insisté, disant que l'air de la montagne me ferait du bien. Finalement, j'ai cédé. Nous sommes arrivés dans un petit village perché, entouré de sommets encore tachés de neige malgré l'été. L'air était pur, vif, et chaque respiration me donnait l'impression de retrouver une part de moi-même oubliée. Nous logions dans un chalet simple mais chaleureux, avec des poutres en bois et une terrasse donnant sur la vallée. Élise était absorbée par son ordinateur portable, même en vacances. Je la voyais répondre à des mails, téléphoner, noter des rendez-vous. Elle s'agitait comme toujours. Je soupirais souvent, mais je ne disais rien. J'avais appris depuis longtemps que ma fille ne m'appartenait plus. C'est Mathieu, son mari, qui me surprit. Il avait 35 ans, un regard doux, des gestes tranquilles. Dès le premier soir, il me demanda « Geneviève, voulez-vous que je vous accompagne demain pour une promenade ?» Élise sera prise par ces réunions. Je fus d'abord embarrassée, mais son sourire effaça mon hésitation. « Pourquoi pas ?» répondis-je. Le lendemain matin, nous partîmes sur un sentier qui montait à travers une forêt de pins. L'air sentait la résine et la terre humide. Le bruit de nos pas sur les aiguilles sèches m'apaisait. Mathieu marchait à mon rythme, sans impatience. Il me montrait des fleurs, me parlait de ses souvenirs d'enfance à la campagne. Peu à peu, je me surpris à rire avec lui, à raconter des anecdotes que je croyais enfouies. Il m'écoutait attentivement, ses yeux bruns pétillants d'une curiosité sincère. Je ne me souvenais plus de la dernière fois où quelqu'un m'avait écouté ainsi. Nous nous arrêtâmes près d'un petit torrent. Je m'assis sur une pierre, reprenant mon souffle. Il me tendit une gourde. Quand nos doigts se frôlèrent, je sentis un léger frisson me traverser. Je détournai les yeux, troublé. Le soir, Élise rentra tard, épuisée par ses appels. Elle nous trouva attablés sur la terrasse, riant encore de notre marche. Son regard s'assombrit un instant, mais elle ne dit rien. Elle embrassa distraitement Mathieu et se replongea dans son téléphone. Les jours suivants, ce fut toujours la même histoire. Mathieu et moi partions ensemble, laissant Élise à ses écrans. Nous découvrions des alpages, des chemins bordés de fleurs, des cabanes abandonnées. Chaque pas semblait m'alléger, et chaque instant passé à ses côtés réveillait en moi une émotion nouvelle, que je n'osais pas nommer. Un soir, en rentrant, je retrouvai dans ma chambre mon vieux foulard de soie que j'avais sorti de ma valise. Je le nouai autour de mon cou et me regardai dans le miroir. J'avais encore des rides, des cheveux argentés, mais dans mes yeux brillait une étincelle que je n'avais pas vue depuis longtemps. Je caressai le tissu, et une pensée me traversa. Et si la montagne n'était pas la seule à me redonner vie? Le deuxième matin, Élise nous quitta très tôt pour une réunion en visioconférence. J'entendis sa voix nerveuse résonner dans le salon, puis la porte se referma derrière elle. Le chalet retrouva son calme. Mathieu apparut peu après, un sac sur l'épaule, un sourire tranquille. « Prête pour une nouvelle balade, Geneviève ?» demanda-t-il. Je hochai la tête, un peu gêné de l'attendre avec une impatience que je n'osais pas avouer. Nous suivîmes un chemin qui s'élevait au-dessus du village. Le soleil jouait entre les branches, l'air frais portait des parfums d'herbes sauvages. Nous parlions de choses légères, puis, peu à peu, de choses plus intimes. Il me confia qu'il se sentait souvent transparent auprès d'Élise, qu'elle vivait dans un monde de travail et d'ambition où il ne trouvait pas sa place. Je l'écoutais, le cœur serré. J'aurais voulu défendre ma fille, mais je savais qu'il disait vrai. Je me contentai de poser une main sur son bras, un geste simple qui pourtant fit naître un silence chargé. Nos yeux se croisèrent, et je sentis mes joues s'enflammer. Plus haut, le chemin déboucha sur un petit plateau herbeux. Le vent s'était levé, vif, frais. Je frissonnai. Sans un mot, Mathieu ôta le foulard qu'il portait autour du cou et le posa doucement sur mes épaules. Le tissu chaud, encore imprégné de son odeur, me fit fermer les yeux. « Merci, murmurai-je. »« C'est rien, mais ça vous va mieux qu'à moi, » répondit-il dans un sourire. Nous nous assîmes sur un tronc abattu. Le paysage s'étendait devant nous, majestueux. J'avais envie de parler, mais les mots se perdaient. Je sentais encore son geste, ses doigts qui avaient effleuré ma peau en nouant le foulard. Mon cœur battait trop vite pour une simple promenade. Au retour,
Nous descendîmes côte à côte, parfois si près que nos bras se frôlaient. Chaque contact involontaire était une décharge douce, un rappel de ce que je voulais cacher. Le soir, Élise nous rejoignit pour dîner. Elle posa les yeux sur le foulard que je portais encore. « Tu as ressorti ton vieux foulard, maman ?» demanda-t-elle distraitement. Je baissai les yeux sur le tissu et mentis sans réfléchir. Oui, je l'avais au fond de ma valise. Mathieu ne dit rien, mais je sentis son regard glisser vers moi, lourd d'un secret partagé. Cette nuit-là, je posai le foulard près de mon oreiller. J'y retrouvai la chaleur de son geste, et je sus qu'il venait de devenir plus qu'un simple morceau de tissu. C'était un signe, un lien invisible, et je n'avais plus la force de l'ignorer. Le troisième jour, le ciel s'assombrit dès le matin. Les nuages descendaient bas, lourds, menaçants. Élise était partie au village pour retrouver des collègues, laissant encore une fois le chalet silencieux derrière elle. Mathieu me lança un regard complice. « Entends-tu même une marche ?» Je souris malgré moi. « Pourquoi pas ?» Nous partîmes avec des imperméables, longeant un sentier qui serpentait entre les sapins. L'air sentait la résine et l'orage. Nous avancions sans hâte, riant de nos pas maladroits sur les pierres mouillées. Au bout d'une heure, la pluie éclata soudain, brutale, drue. Les gouttes fouettaient nos visages, ruisselaient sur nos manteaux. Mathieu attrapa ma main. « Par ici, vite !» Nous courûmes jusqu'à une petite cabane de berger, abandonnée, dont la porte grinça en s'ouvrant. À l'intérieur, il n'y avait qu'une table grossière et quelques bancs. Mais le toit tenait, et la pluie battait dehors comme une armée invisible. Essoufflé, je m'assis. Mathieu se plaça devant la porte, écoutant l'orage. Ses cheveux trempés collaient à son front. Il se retourna vers moi, et je sentis mon cœur s'emballer. Dans la pénombre, il paraissait plus jeune encore, presque fragile. Il vint s'asseoir près de moi. Ses yeux cherchaient les miens, hésitants. Puis, doucement, il défit son foulard mouillé et le posa sur mes genoux. « Vous allez prendre froid. » J'allais protester, mais ma voix s'éteignit quand il prit ma main dans la sienne. Ses doigts étaient chauds, fermes, et le monde sembla soudain s'arrêter. Dehors, la pluie tombait à torrents, mais à l'intérieur il n'y avait que lui, ses yeux bruns, son souffle qui s'approchait. Je murmurai. « Mathieu, ce que nous faisons est insensé. »« Peut-être, répondit-il, mais jamais je n'ai ressenti quelque chose d'aussi vrai. » Avant que je trouve la force de reculer, ses lèvres effleurèrent les miennes. Un baiser d'abord léger, presque craintif, puis plus profond, plus sûr. Je tremblais, non de froid, mais de désir et de peur mêlées. Mes mains se posèrent sur ses épaules, je sentis son corps se tendre contre le mien. Tout ce que j'avais enfoui depuis des années ressurgissait, violent et doux à la fois. Quand enfin nous nous séparâmes, haletant, je baissai les yeux. « Nous ne devrions pas. »« Alors dites-moi de partir, » souffla-t-il. Je gardai le silence. Je ne pouvais pas. Nous restâmes enlacés, écoutant la pluie qui frappait le toit. Le temps semblait suspendu, comme si le monde nous avait oubliés dans cette cabane. Quand l'orage se calma, nous reprîmes le chemin du retour. Nous marchions côte à côte, parfois main dans la main, comme si ce geste était devenu naturel. Le foulard noué autour de mon cou portait encore la chaleur de son étreinte. Le soir, Élise nous attendait déjà au chalet. Elle leva un sourcil en voyant nos vêtements mouillés. « Vous avez marché sous cette pluie ?» demanda-t-elle. « Nous avons trouvé refuge dans une cabane », répondit Mathieu d'un ton égal. Elle haussa les épaules et retourna à son ordinateur. Mais je crus voir son regard s'attarder une seconde de trop sur le foulard serré contre mon cou. Cette nuit-là, je posai ma main sur le tissu en m'endormant. J'avais peur, honte, et pourtant je n'avais jamais ressenti une telle intensité. Les jours qui suivirent l'orage furent marqués par une étrange légèreté et une tension sourde. Depuis ce baiser volé dans la cabane, quelque chose avait changé entre Mathieu et moi. Nos regards s'étaient chargés d'une intensité nouvelle, nos gestes s'étaient alourdis d'un sens que nous n'osions pas nommer. Pourtant, devant Élise, nous feignions la normalité, comme deux comédiens jouant un rôle trop étroit. Un matin, Élise annonça qu'elle devait descendre au village pour une journée entière de travail. Elle partit tôt, pressée, son ordinateur sous le bras. Quand le silence retomba sur le chalet, Mathieu se tourna vers moi avec un sourire hésitant. « Voulez-vous marcher un peu ?» Je savais ce que cela signifiait. Et pourtant, je hochai la tête. Nous prîmes un sentier qui montait doucement à travers une prairie fleurie. L'air sentait l'herbe mouillée, les clochettes des vaches tintaient au loin. Le paysage, d'une beauté simple,
semblait bénir notre silence. Mathieu marchait à mes côtés, parfois si près que son bras frôlait le mien. Je sentais la chaleur de sa présence, et chaque pas réveillait le souvenir brûlant de ses lèvres dans la cabane. Au sommet d'une petite colline, nous nous arrêtâmes. La vallée s'étendait à nos pieds, splendide. Le vent jouait dans mes cheveux. Mathieu se tourna vers moi, hésita, puis m'entoura doucement des bras. Je posai ma tête contre son épaule, comme si ce geste avait toujours été là, enfoui, en attente. « Je pense à vous tout le temps, murmura-t-il. Je fermai les yeux. Ne dis pas ça, Mathieu. Cela ne peut pas durer. Il serra un peu plus son étreinte. Alors, laissez-moi au moins ces instants. Ses lèvres trouvèrent les miennes. Ce fut un baiser plus long, plus tendre que le premier. Un baiser où il n'y avait pas de hâte, seulement la certitude d'une douceur retrouvée. Quand il recula enfin, j'avais les larmes aux yeux. « Pourquoi moi ?» demandai-je d'une voix brisée. Il me regarda droit dans les yeux. « Parce que vous me voyez, Geneviève. Pas comme un mari qu'on oublie, pas comme un homme secondaire. Vous me voyez. » Ces mots me transpercèrent. Je n'avais pas de réponse. Je me contentai de caresser sa joue d'un geste tremblant. Sur le chemin du retour, nous croisâmes quelques randonneurs. Leurs sourires innocents me firent rougir, comme si chacun d'eux pouvait lire notre secret. Je marchai plus vite, fuyant leur regard. Mais Mathieu posa discrètement sa main dans mon dos, apaisant ma panique. Au chalet, Élise n'était pas encore rentrée. Nous déjeunâmes sur la terrasse, face aux montagnes. Le soleil baignait la table, le vin brillait dans nos verres. Un moment de paix fragile. Pourtant, je sentais déjà l'ombre du mensonge grandir. Dans l'après-midi, Mathieu proposa de m'aider à ramasser du bois pour la cheminée. Nous descendîmes ensemble au bord de la forêt. Il portait les bûches, moi je ramassais des brindilles. À un moment, il s'arrêta, déposa son fardeau et s'approcha de moi. Ses doigts attrapèrent le foulard que je portais encore. « Je n'ai jamais vu un tissu devenir si précieux, » dit-il doucement. Je baissai les yeux. Ce foulard était devenu notre symbole, un lien discret mais brûlant. Quand il le noua plus fermement autour de mon cou, ses doigts effleurèrent ma peau, et je frissonnai. Je levai les yeux vers lui, et il m'embrassa encore, plus passionnément. Nous nous serrâmes l'un contre l'autre, au milieu des arbres, comme deux adolescents imprudents. Un craquement soudain nous fit sursauter. Un écureuil s'enfuit entre les branches. Nous éclatâmes de rire, nerveux, mais je sentis mon cœur battre à tout rompre. Le soir, Élise rentra enfin. Elle avait l'air fatiguée, mais ses yeux se posèrent sur nous avec une curiosité sourde. Pendant le dîner, elle posa des questions légères. « Alors, vous sortez beaucoup tous les deux ? Maman me fait découvrir les sentiers, » répondit Mathieu calmement. Je bus une gorgée de vin pour cacher mon trouble. Plus tard, alors qu'Élise était montée se coucher, je restai seul sur la terrasse. La nuit tombait, les montagnes s'assombrissaient. Mathieu me rejoignit en silence, posa sa main sur la mienne. Nous restâmes ainsi, sans un mot, à regarder les étoiles s'allumer une à une. Mon cœur oscillait entre la culpabilité et un bonheur interdit. Je savais que chaque geste nous rapprochait du danger. Mais je ne pouvais plus renoncer. Trop de temps s'était écoulé dans la solitude. Trop longtemps j'avais cru que ma vie était finie. Je regardai le foulard, noué encore autour de mon cou. Et je compris qu'il était devenu le fil de ma nouvelle existence. Un fil fragile, prêt à se rompre, mais qui me tenait vivante. Cette nuit-là, je ne dormis presque pas. Dans le silence du chalet, j'entendais la respiration d'Élise derrière les murs, et plus loin celle de Mathieu. Entre les deux, je me sentais écartelé. Mais au fond, une vérité s'imposait déjà, je ne pouvais plus reculer. Le lendemain matin, l'air du chalet était lourd. Élise descendit plus tôt que d'habitude, son ordinateur à la main, les traits tirés. Elle s'assit à la table sans même nous dire bonjour et ouvrit son écran. Ses yeux semblaient chercher quelque chose, mais pas dans les dossiers qu'elle feuilletait. Elle scrutait nos gestes, nos regards. Je le sentis dans ma chair. Après le petit déjeuner, elle annonça qu'elle resterait travailler au chalet toute la journée. Mon cœur fit un bond, plus de promenades avec Mathieu, plus d'instants volés. Je me réfugiai dans la cuisine, prétextant du rangement. Vers midi, alors que je préparais un repas simple, Élise entra sans bruit. Ses yeux se posèrent sur le foulard que j'avais laissé plier sur une chaise. Elle le prit entre ses doigts, le caressa du bout des ongles. « Il est joli, ce foulard. Il me semble que ce n'est pas le tien, maman. » Je restai figé, incapable de répondre. Ma gorge se serrait.
Mathieu arriva à ce moment-là, posant un panier de bois sur le sol. Son regard croisa celui d'Élise, puis glissa vers le foulard. Un silence pesant s'installa. Élise le brisa d'une voix froide. « C'est toi qui lui as donné, n'est-ce pas ?» Mathieu voulut parler, mais elle leva la main. « Inutile. Je ne suis pas idiote. Je vous ai vu, vos promenades, vos silences partagés. Et maintenant ce foulard. » Ses yeux se tournèrent vers moi, brillants de larmes. « Comment as-tu pu, maman ?» Je tendis les mains vers elle, mais elle recula comme si mon geste la brûlait. « Tu étais la seule en qui j'avais confiance. Et toi, tu me trahis avec mon propre mari. » Sa voix tremblait, entre colère et désespoir. Je sentis mes jambes se dérober sous moi. « Élise, écoute-moi, ce n'est pas ce que tu crois. »« Aussi, c'est exactement ce que je crois, » coupa-t-elle. « Et je ne veux pas entendre tes justifications. » Mathieu s'approcha, la voix basse, presque suppliante. « Élise, laisse-moi t'expliquer. » Mais elle recula encore. « Il n'y a rien à expliquer. Vous avez choisi. Ensemble. » Elle quitta la cuisine d'un pas brusque, monta dans sa chambre. La porte claqua. Le chalet trembla de ce bruit, et je sentis mon cœur éclater. Tout l'après-midi, nous vécûmes dans un silence pesant. Mathieu restait à mes côtés, tentant de m'apaiser, mais je n'entendais plus rien. Dans ma tête, je revoyais les yeux de ma fille, pleins de douleur. En fin de journée, elle redescendit, valise à la main. Son visage était fermé, ses lèvres tremblaient, mais sa décision était prise. « Je pars. Je ne peux pas rester ici. » Je courus vers elle. « Élise, s'il te plaît, écoute-moi. » Elle détourna le regard. « Ne me touche pas, maman. Pas maintenant. » Elle passa devant nous, ouvrit la porte du chalet. Avant de sortir, elle se retourna une dernière fois. « Vous m'avez perdu. Peut-être pour toujours. » Et elle disparut, ses pas résonnant sur les marches. La voiture démarra dans la vallée, s'éloignant peu à peu. Je restai là, immobile, les mains tremblantes. Mathieu posa doucement ses bras autour de moi. « Geneviève !» Je me laissai aller contre lui, incapable de retenir mes larmes. La montagne s'assombrissait autour de nous, et le silence semblait plus profond que jamais. Le foulard était resté sur la table, témoin muet de ce qui venait de nous déchirer. Après le départ d'Élise, le chalet sembla s'effondrer dans un silence irréel. Les montagnes, majestueuses et immobiles, semblaient nous juger. Je restai longtemps assise dans la cuisine, le foulard sur mes genoux, incapable de bouger. Chaque fibre du tissu me rappelait la tendresse de Mathieu, mais aussi la blessure ouverte dans les yeux de ma fille. Mathieu, lui, tournait en rond, cherchant des mots qui ne venaient pas. De temps à autre, il posait une main sur mon épaule, mais je ne réagissais pas. J'avais l'impression d'être vidée, comme si tout ce que j'avais contenu durant ces jours était parti en même temps que la voiture d'Élise. La nuit tomba sans que je m'en aperçoive. Les ombres envahirent la vallée, et les étoiles commencèrent à briller au-dessus des sommets. Je me levai enfin et allai sur la terrasse. L'air était frais, presque glacé. Mathieu me rejoignit en silence. Nous restâmes longtemps à regarder le ciel, sans un mot. Puis, d'une voix basse, il dit « Elle ne comprend pas, mais peut-être qu'un jour elle comprendra. » Je secouai la tête, les larmes aux yeux. C'est ma fille. Je l'ai trahie. Et aucune explication ne pourra effacer ça. Il se tourna vers moi, prit mes mains dans les siennes. Non, Geneviève, tu as aimé. Et aimer, ce n'est pas une trahison. Pas vraiment. C'est la vie qui est injuste. Ces mots résonnèrent en moi, mais je ne savais pas si je pouvais les croire. Pourtant, je me laissai aller contre lui. Ses bras m'enlacèrent, et pour la première fois depuis le départ d'Élise, je respirai un peu plus librement. Les jours suivants furent étranges, suspendus. Nous vivions dans un chalet trop grand, avec des chambres vides, une table où manquait une assiette. Parfois je croyais entendre encore les pas d'Élise, sa voix dans le salon. Mais ce n'étaient que des souvenirs qui me déchiraient. Pourtant, malgré la douleur, ma complicité avec Mathieu s'approfondissait. Nous marchions encore sur les sentiers, mais d'un pas plus lent, plus grave. Nous ne rions plus autant, mais nos silences étaient lourds de tendresse. Chaque geste devenait précieux. Sa main qui cherchait la mienne, son regard posé sur moi comme un refuge. Un après-midi, nous montâmes jusqu'à un col d'où la vallée entière s'ouvrait devant nous. Le vent soufflait fort, mais j'avais noué le foulard autour de mon cou. Mathieu me regarda longuement, puis dit « Ce foulard est devenu notre histoire, mais il est aussi ce qui nous a trahis. Veux-tu que je le reprenne ?»
Je caressai le tissu du bout des doigts. J'aurais pu le lui rendre, effacer ce symbole. Mais je secouai la tête. Non, c'est à moi, maintenant. Comme toi. Il me serra contre lui. Nos lèvres se retrouvèrent, avec une intensité nouvelle, faite de douleur et de désir mêlés. Le baiser dura longtemps, balayé par le vent de la montagne. Quand nous nous séparâmes, je compris que malgré tout, je ne pouvais plus revenir en arrière. Le soir, nous restâmes assis près de la cheminée. Les flammes dansaient, projetant des ombres sur les murs. Mathieu caressa doucement ma main, puis murmura. « Qu'allons-nous faire maintenant ?» Je restai silencieuse longtemps. Puis je répondis. « Je ne sais pas. Élise est partie. Peut-être qu'elle ne reviendra jamais. Mais moi, je ne peux pas te quitter. Pas après tout ça. » Il hocha la tête, ses yeux brillants. « Alors restons. Ici. Maintenant. Et si l'avenir nous condamne, au moins nous aurons eu ça. » Je posai ma tête sur son épaule. Je pensais à ma fille, à sa douleur, à son regard. Mais au fond de moi, une vérité brûlait. Je n'étais plus seulement une mère, ni une veuve. J'étais une femme, encore capable d'aimer, encore capable d'être aimée. Les semaines passèrent ainsi. Nous descendions parfois au village, croisions des regards curieux. Personne ne posait de questions, mais je sentais les murmures. Peu importait. Dans la solitude des montagnes, nous vivions comme deux amants clandestins, mais aussi comme deux êtres enfin à leur place. Un matin, en rangeant mes affaires, je retrouvai une vieille photo d'Élise enfant, serrée contre moi sur une plage. Mon cœur se serra. Je posai la photo à côté du foulard. Deux symboles, deux amours impossibles à réconcilier. Mathieu entra, vit la photo, vit mes larmes. Il s'agenouilla devant moi. « Je sais que tu souffres, mais laisse-moi être là, avec toi, pour porter ce fardeau. » Je posai ma main sur sa joue, émue. Oui, il était là. Et moi, je devais accepter de vivre avec mes contradictions. Un soir, en marchant près du torrent, je ramassai une fleur alpine. Je la glissai dans le foulard. C'était ma façon de dire, je garde tout, le bonheur et la douleur. Nous ne savions pas ce que l'avenir nous réservait. Peut-être Élise ne reviendrait-elle jamais. Peut-être un jour, elle frapperait à la porte avec des mots de pardon. Mais en attendant, il y avait ce présent fragile, ces montagnes, cette tendresse. Je regardai Mathieu. Ses yeux brillaient dans la lumière du crépuscule. Il me prit la main, la serra fort. Quoi qu'il arrive, je resterai. Je souris à travers mes larmes. Alors restons. Et tandis que la nuit tombait sur les sommets, je sus que, malgré tout, nous avions choisi la vie.